Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier Fred qui a fait don à la chaîne de notamment deux revues techniques comme celle-ci pour notre Audi Quattro, avec notamment cette revue officielle d'atelier de chez Audi. Alors, ça va être vraiment très précieux lorsqu'on va reconstruire notre moteur entre les modes opératoires et les couples coniques. C'est vraiment quelque chose de super précieux. Fred, je te remercie à nouveau et je suis toujours un petit peu gêné quand on me fait des présents comme ça. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir demandé des infos ou à faire des vidéos au sujet de cartographie, comment on les établit, les réglages, etc. Alors, ces choses-là, je vais vous le faire, mais pour moi, il est important de revoir les bases de tout ça, donc les bases de la gestion moteur avant toute chose. Alors, la gestion moteur, qu'est-ce que c'est? La gestion moteur, c'est le système électrique, électronique qui permet de doser et distribuer le carburant et d'enflammer le mélange. Alors, je vais parler essentiellement d'injection indirecte sur des moteurs essence ou éthanol. Alors, pour que ce soit facile à assimiler, étant donné qu'on a tous des niveaux différents, je vais vraiment découper dans des petites vidéos chacun des composants de la gestion moteur et insister là où c'est vraiment important. Alors, dans cette première partie de série de vidéos au sujet de la gestion moteur, je vais vous parler du circuit de carburant. Alors, pour beaucoup, ça va être juste une piqûre de rappel. Certains vont même croire que c'est pas super intéressant ou c'est pas hyper important. Je vous assure, restez jusqu'à la fin, car vous verrez qu'il y a des éléments dans le circuit de carburant qui sont primordiaux, au minimum pour pouvoir régler correctement son moteur avec la cartographie, en tout cas se faciliter la tâche. Et dans le pire des cas, ça permet d'éviter une casse moteur. Alors, déjà, la composition et le rôle des éléments que constitue le circuit de carburant. Je vous ai fait en fait tout le circuit de carburant, comme ça, sur un mode linéaire, en déployé, histoire que ce soit plus visuel pour vous et qu'on puisse localiser où se trouve chacun des éléments par rapport aux autres. Donc, dans un tout premier temps, on a le réservoir, donc pas de secret pour vous, le réservoir il contient le carburant, c'est la réserve d'énergie pour faire avancer le véhicule. Immédiatement après, je vous ai mis la pompe à essence. C'est vrai que de nos jours, et déjà depuis plus d'une vingtaine d'années, en général, les pompes à essence sont immergées dans le réservoir avec le bloc jauge à essence. Mais au début des injections et des injections électroniques, souvent les pompes à essence étaient après le réservoir. Alors la pompe à essence, j'y reviendrai un peu plus tard dans les vidéos en détail, mais je vous montre là quand même ce à quoi ça ressemble. Ici c'est une pompe Bosch dite 044 en rapport à la fin de sa référence. Ça c'était une pompe qui était pas mal utilisée et qui est encore utilisée quand on cherche à faire des moteurs assez perfos. Parce que ses caractéristiques en termes de débit et de pression sont vraiment intéressants quand on cherche à avoir des puissances relativement élevées. Ici, vous avez une pompe immergée en fait, qui était dans un bloc jauge à essence, que j'ai donc désolidarisé du bloc pompe à essence, du bloc jauge à essence. Et ici, en fait, on a une pompe dite perfo que j'ai acheté en provenance de Chine, qui coûte pas très cher pour voir ses caractéristiques et s'il est intéressant d'acheter des pompes comme ça à pas très cher et voir si elles sont suffisamment performantes dans nos applications. Parce que pour moi, ça ne sert à rien de mettre une fortune si un produit de qualité suffisante à un prix bien moins cher suffit dans l'application.
Alors, la pompe à essence, qu'est-ce que c'est? La pompe à essence, c'est un moteur électrique rotatif. On en voit les pôles hein, avec un plus et un moins, ou comme sur celle-ci, les deux pôles avec un plus et un moins. Donc c'est une pompe, c'est un moteur électrique rotatif qui est abouté à une pompe qui est constituée d'un axe et des rouleaux, qui va aspirer le carburant et qui va le refouler par le haut sous une certaine pression. Chat. Ensuite, nous avons le filtre à essence. Bon, vous savez exactement ce à quoi il sert. Il sert à retenir les impuretés qu'il y aurait dans le réservoir pour éviter que ces impuretés se propagent un peu plus loin dans le circuit, notamment vers les injecteurs, qui ont quand même un filtre, mais ce serait vraiment fâcheux de boucher les injecteurs. Ensuite, nous avons la ligne de carburant, je vous ai matérialisé là en bleu, qui est souvent constituée d'un tuyau de nylon, parfois d'un tuyau en acier. Donc il y a pas, c'est pas déterminant que le tuyau soit en nylon ou en acier. Ce qui est important de vérifier, quand on atteint certaines puissances, le diamètre de la ligne d'essence peut devenir trop petit et trop restrictif en fait. Il y a un moment, ça ne sert à rien d'avoir une pompe à essence qui débite un bon débit, une bonne pression, quand on a un tuyau d'essence qui est trop restrictif. C'est un peu le même principe qu'une ligne d'échappement. Donc, en bout de cette ligne de carburant, en fait, nous avons le rail ou la rampe d'injection. Là, je vous en montre un. Donc, la rampe d'injection. Alors, ce modèle-ci, en fait, est constitué d'un aller qui distribue aux injecteurs, d'un logement de régulateur de pression et d'un retour hein, qui part du cul du régulateur de pression. Donc on a bien deux conduites distinctes. Alors, la rampe de carburant en fait a pour vocation de plugger les injecteurs sur celle-ci et de fournir un support qui est rigide pour pouvoir bien plaquer les injecteurs dans les logements d'injecteurs qui se situent sur la pipe d'admission. Donc l'étanchéité injecteur-rampe d'injection est constituée d'un joint torique, hein, donc il suffit de plugger l'injecteur. Et la fixation est assurée par un petit clips. Donc quand on a plugué comme ça, les injecteurs, il suffit de l'enficher sur la pipe d'admission et de le serrer hein, grâce à ces deux vis-là. Donc en gros, hein, c'est un support d'injecteur creux dans lequel circule le carburant. En bout de cette rampe d'injection, alors sur ce modèle-là, hein, parce qu'il y a différents montages, hein, mais vous avez le régulateur de pression qui, comme son nom l'indique, régule la pression en fonction de plusieurs paramètres. Et j'y viens un petit peu après. En fait, le régulateur de pression lisse cette pression en fonction de plusieurs paramètres. Et une fois que ce régulateur de pression a régulé ou lissé la pression, il envoie l'excédent, le surplus, à travers le rail de retour. Et ce retour, eh ben, il file jusqu'au réservoir. Alors, je vais pas vous parler aujourd'hui des injecteurs. Je pense que ça fera l'objet d'une petite vidéo à part entière. Mais en gros, un injecteur comme ça d'injection électronique, c'est un robinet qui est commandé électriquement. C'est un robinet qui s'ouvre et se ferme en fonction des impulsions qu'il reçoit. Alors, là on a vu la composition et le rôle de chacun des éléments. Là je vais vous parler un peu plus de la pompe à essence. Alors, la pompe à essence, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un moteur électrique rotatif commandé par un plus et un moins, qui est commandé par un relais tachymétrique ou à une composante d'allumage qui permet de couper l'alimentation de la pompe à essence en cas d'accident par exemple. Hein. Imaginons que
vous ayez un accident, donc forcément avec le contact, avec le moteur cale, bah, ça permet d'éviter que la pompe continue à tourner et que s'il y avait une fuite de carburant, que l'essence s'écoule et qu'il y ait un incendie. Donc c'est un moteur électrique rotatif qui est abouté dans une seconde partie. Hein, le moteur il est ici et la pompe est ici. La pompe à essence est constituée souvent d'un axe et des rouleaux, et donc ça aspire le carburant et ça le refoule selon une certaine pression. Alors, ce qui est super important, c'est que on a besoin dans une gestion moteur d'avoir un régulateur de pression. Donc là ici c'est un régulateur de pression réglable, bon chinois, hein, à pas cher, hein, j'ai acheté ça pour tester, pour voir si c'est de qualité suffisante. Ça m'étonnerait mais bon on va tester. Alors, la pompe à essence en fait, quand on a un régulateur, imaginons à 3 bars, souvent, on a une pompe à essence qui est capable de délivrer 6 bars. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pompe à essence, c'est un élément, comme je vous ai indiqué, électrique. Et en fait, sa vitesse de rotation, et donc son débit de pompage, hein, et sa pression peut varier en fonction de la tension qu'elle reçoit. Et pourquoi la tension pourrait varier? En fait, la tension dans votre véhicule, c'est pas 12 volts comme on pourrait le croire. En fait, la tension, une fois que le moteur tourne, est délivrée par l'alternateur. Et la régulation de l'alternateur peut varier depuis un tout petit peu moins de 13 volts jusqu'à quasiment 14 volts 5. Donc on comprend bien qu'entre 13 volts et 14 volts 5, une pompe peut avoir sa vitesse de rotation et donc son débit varier. C'est le même principe que votre démarreur. Quand la batterie elle est faible, il va tourner plutôt lentement. Et quand vous avez une batterie bien chargée ou avec un booster au cul, vous allez entendre votre démarreur tourner plus vite. Ce qui fait que si votre pompe à essence tourne plus ou moins vite, eh bien, elle va envoyer plus ou moins d'essence aux injecteurs qui, eux, sont calibrés et dont leur temps d'injection est calibré par la cartographie, ce qui entraîne que le dosage de carburant va être faussé en fonction du débit de la pompe. C'est là où intervient en fait le régulateur de pression. On met une pompe à une capacité de 6 bars, 6 bars à un voltage on va dire de 13,5 volts, un régulateur à 3 bars. Comme ça, on est sûr que quel que soit le voltage que va recevoir la pompe, donc on va dire entre 12,8 et 14,5, la régulation sera toujours à 3 bars pour que le débit aux injecteurs soit toujours stable, soit toujours très stable. Aussi, il y a un autre phénomène, c'est qu'une pompe à essence, c'est un appareil électrique qui est soumis au vieillissement. Et en fait, une pompe à essence, lorsqu'elle est neuve, elle a un certain débit et une certaine pression, mais ce débit et cette pression va sans doute baisser au fur et à mesure de son vieillissement. Et ben, là encore, le constructeur prévoit une capacité maximum à neuf de 6 bars, qui va peut-être baisser au fur et à mesure de l'usure, et c'est là où va intervenir le régulateur. Il va compenser petit à petit cette usure. Alors, cette première partie de l'usage ou de l'intérêt du régulateur de pression en fonction de la tension et de l'usure de la pompe, c'est vraiment minime, hein, c'est presque anecdotique, mais il sert tout de même à ça. L'autre rôle du régulateur de pression, mais là c'est vraiment primordial, c'est qu'il asservit la pression dans le circuit de carburant à la pression qui règne dans la pipe d'admission. Alors je vais vous dessiner comme ça une pipe d'admission. Avec ici son papillon. Et vous avez tous remarqué que le régulateur de pression est toujours relié à la pipe d'admission par le biais d'une durite. En fait,
l'air que nous respirons, on va considérer qu'il est à 0 bar. Bon, c'est pas exactement vrai, mais je ne vais pas vous embêter ici avec des pressions relatives ou absolues. Mais l'air que nous respirons est à 0 bar. Quand on utilise un moteur, sur un moteur turbo par exemple, lorsque on roule tout à fait cool ou lorsqu'on est dans une descente avec le pied levé de l'accélérateur, vous avez déjà remarqué que votre manomètre est dans le négatif en fait, peut-être moins 0,5 bar, moins 0,7 bar. Et dès lors qu'on met de la charge et qu'on fait entrer en fonctionnement le turbo, et ben là le turbo va grimper jusqu'à sa pression maximum définie. On va prendre par exemple un turbo avec une pression de 1,2 bar. Quand on a un régulateur de pression de 3 bars, cette régulation en fait, elle est cette donnée de 3 bars, c'est le différentiel, c'est la valeur de différentiel qu'il y a entre la pile d'admission et le circuit de carburant. Imaginons qu'on roule tout à fait cool, en descente, vous avez votre mano de pression turbo à 0. Là, le régulateur de pression est à 3 bars, donc 3 bars plus 0 est égal à 3 bars. Il va faire débiter aux injecteurs une pression de 3 bars. Si on met le turbo en charge et qu'on le met à 1,2 bar, là le régulateur va additionner la pression qui règne dans le collecteur d'admission, et donc il va réguler à 3 bars plus 1,2 bar est égal à 4,2 bars. En fait, le régulateur est là pour augmenter la pression dans le circuit de carburant de la valeur de la pression de suralimentation et inversement de la valeur de dépression, notamment sur des moteurs atmosphériques. Mais alors, pourquoi on a besoin d'augmenter cette pression dans le circuit de carburant en fonction de la pression qui règne dans la pile d'admission? Alors, j'ai cherché à vous faire des images, histoire que vous puissiez ressentir dans des exemples que vous avez déjà vécus pourquoi on a besoin d'un régulateur de pression et pourquoi on est obligé d'augmenter la pression de carburant en fonction de la pression de suralimentation. Alors, le premier exemple que je vais vous donner, il est assez juste d'un point de vue physique pur. Vous avez tous un compresseur avec une cuve et il vous est déjà arrivé de devoir gonfler un ou deux pneus, comme ça, on va dire le soir ou le matin très tôt, et il reste un peu d'air dans la cuve, mais vous ne voulez pas démarrer votre compresseur pour ne pas faire de bruit, réveiller les voisins ou votre femme. Imaginons que vous ayez deux pneus à gonfler, dans lesquels il n'y a plus qu'un bar de pression, ils sont pas mal dégonflés, et vous avez votre compresseur où il reste 3 bars de pression à l'intérieur. Le premier pneu, vous allez pouvoir le gonfler très rapidement, il va monter à 2 bars, la pression que vous voulez y mettre. Et forcément, la pression dans le compresseur, elle va baisser un tout petit peu. Imaginons qu'elle baisse à 2,5 bars, parce que vous avez gonflé le premier pneu. Lorsque vous allez vouloir gonfler votre deuxième pneu, donc il est à 1 bar, hein, ok, et la pression dans le compresseur est à 2,5 bars, vous allez commencer à gonfler votre pneu. Le pneu va commencer à monter 1,2, 1,3, 1,5 bars. La pression dans le compresseur, elle, va baisser parce que forcément l'air s'échappe. Donc il va baisser de 5, de 4, de 3, de 2. Et il y a un moment, en fait, la pression va s'équilibrer, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus assez de pression dans le compresseur pour gonfler le pneu. Quand bien même il restera de l'air dans le compresseur, hein, on va dire à 1,9 bar, ben en face, votre pneu il sera à 1,9 bar et il sera impossible de mettre l'air qui est dans le compresseur dans le pneu parce que c'est une histoire de pression qui s'équilibre. Là, c'est exactement pareil. Pour que les injecteurs puissent débiter la quantité qui est prévue, il ne faut pas qu'il y ait une force en phase 2. Et s'il y a une force, cette force-là, c'est la pression de suralimentation, il faut que la pression aux injecteurs soit augmentée de la même valeur
que la force qu'il y a en face, en l'occurrence la pression de suralimentation. Je vous fais une autre image, alors là qui a rien à voir en physique, mais peut-être ça vous permet de ressentir, hein, le pourquoi du besoin du régulateur de pression. Quand vous courez sur la terre ferme comme ça, bon, ben, il n'y a rien qui vous retient, vous courez selon vos capacités cardiovasculaires et musculaires. Euh, on va dire, vous pouvez courir comme ça à 12 km/h. Et ben, avec la même force que vous allez utiliser, lorsque vous voulez courir dans l'eau, déjà c'est quasiment impossible. En fait, l'eau, c'est comme si c'était la pression de suralimentation en fait. Il y a quelque chose qui vous freine. Donc en gros, il vous faudrait des jambes d'Usain Bolt dans l'eau pour pouvoir courir à votre même vitesse quand vous êtes sur du bitume par exemple. Bah, c'est le même principe avec le régulateur de pression. Je peux vous faire une autre analogie, pareil, au niveau physique, c'est du n'importe quoi, mais ça vous permet aussi de ressentir. Vous avez votre voiture que vous connaissez bien. Vous avez votre trajet avec votre ligne droite pour aller au boulot que vous connaissez bien. Sur cette ligne droite, plate, lorsqu'il n'y a pas de vent, vous savez qu'il faut appuyer sur l'accélérateur seulement 1 cm pour que votre voiture roule à 100 km/h. S'il y a du vent de face, vous allez devoir peut-être appuyer 1,5 cm, donc un peu plus, sur la pédale d'accélérateur pour rouler à la même vitesse à 100 km/h. Et bien là, c'est exactement pareil. Votre pied sur l'accélérateur, c'est le même rôle que le régulateur de pression. Le vent de face, c'est une force qu'il faut contrecarrer et donc vous avez besoin d'appuyer un peu plus sur l'accélérateur pour avancer. Ça, c'est le principe du régulateur de pression. Mais là où il est super important et là où il est négligé, alors, chez énormément de préparateurs ou même d'amateurs avertis qui préparent leur moteur, etc., ils connaissent en fait l'importance de la pompe à essence et du régulateur de pression. La pompe à essence, c'est rare quand les gars la négligent, hein. Ils mettent toujours une grosse pompe à essence avec du débit, etc. Mais en fait, le régulateur, il est souvent oublié parce qu'on se dit c'est une toute petite pièce qui est composée en fait hein, d'un clapet, d'une membrane et d'un ressort, un taré. On se dit c'est une toute petite pièce qui ne peut pas avoir de défaillance, qui est réglée et ça ne bouge pas. Et en fait, c'est pas exactement comme ça en fait. C'est une toute petite pièce, mais il faut vraiment faire attention à celle-ci. Je vais essayer de m'expliquer. Rares sont les personnes qui mettent un manomètre de pression de circuit de carburant sur leur rampe. C'est super rare parce que c'est un peu chiant, ça fait des durites en plus, etc. Mais en fait, il faudrait toujours avoir un manomètre de pression de carburant sur sa rampe. Et même ceux qui en mettent un, souvent, ils ne vérifient la pression de carburant qu'au régime de ralenti, c'est-à-dire capot ouvert, ils regardent, bon bah ok, c'est bon, ça régule à 3 bars, il y a de la pression. En fait, il faudrait toujours avoir un manomètre de pression de circuit de carburant, au moins pendant la phase de mise au point, ou sur le banc à rouleau, pour s'assurer que le régulateur augmente bien la pression en fonction de la pression qui règne dans la pile d'ignition. Parce qu'il arrive souvent qu'un régulateur fonctionne parfaitement avec zéro de pression de suralimentation. Il fonctionne aussi quand il y a une pression de suralimentation relativement faible, 0,2, 0,3, 0,4 bar. Et puis à un moment, en fait, il ne suit plus. Alors, il ne suit plus pour plusieurs raisons. Il ne suit plus parce qu'il est un tout petit peu défaillant, la membrane a une microfuite et du coup elle retient quand il y a peu de pression de suralimentation, mais la fuite augmente énormément quand il y a beaucoup de pression de suralimentation. Et il y a aussi en fait le dimensionnement de la membrane et ce que je vais appeler la pente en fait, hein, la pente de réglage d'usine du régulateur de pression. Il se peut que, à des faibles pressions de suralimentation, le régulateur de pression suive parfaitement la pression dans le conduit d'admission. Donc si on a 0,2, il va réguler à 3 bars plus 0,2. Si on a 0,4, il va réguler à 3 bars plus 0,4. Mais il y a un moment, peut-être à 1 bar ou à 1 bar 2, bah, il ne va plus réussir à monter en fait.
Et c'est là où souvent, on voit sur tes cartographies des mélanges, qui commencent à devenir, pauvres ou dans les choux, à eau régible ou à grosse charge. Souvent, on incrimine la pompe à essence ou parfois les injecteurs, quand bien même on n'est pas au taquet des duty cycles. Heu, mais en réalité, le problème vient du régulateur de pression. Alors bon, je sais que ça fait pas mal de répétitions en sion entre régulateur de pression, pression de suralimentation, et cetera, et cetera. J'espère pour vous, que c'est clair. Ce que je vous propose, on fait comme d'habitude. S'il y a quelque chose qui vous a pas semblé clair ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous y répondrai dans une prochaine vidéo, en essayant du coup d'être plus clair ou adapter mes mots pour que vous puissiez comprendre plus facilement. Je vous dis à très bientôt. Salut!